On se retrouve les amis, on se retrouve pour parler convergence. Comptabilité, contrôle de gestion, pilotage, convergence. Alors, vous allez voir d'ailleurs, hein, puisqu'ensuite, je l'espère, vous irez voir l'ensemble des cas concrets qu'on vous propose sur ce sujet. Et vous allez voir que ça ne va pas de soi. Vous allez voir que ce sont de très très beaux débats qu'on va avoir autour de ce sujet. Et alors, je suis avec Gauthier Rich, avec Séverine Guy. Salut Séverine, salut Gauthier, associé de Deloitte. Vous êtes au cœur de tout ce qui est en train de se passer et de la réflexion autour de cette convergence. Gauthier, pourquoi est-ce que ça ne va pas de soi, en fait, cette convergence ? Il faut déjà se souvenir de où on part, d'où on vient. Ce sont quand même des univers qui sont très distincts. L'univers du contrôle de gestion, du pilotage de la performance d'un côté, et puis l'univers de la consolidation, de la clôture de l'autre. Ce sont des personnes différentes, des cycles différents, et donc ça a été reflété aussi dans les outils. Donc, au cours des dernières années, dernières décennies, on a vu vraiment des univers fonctionner de manière relativement étanche. Il y a eu des rythmes d'évolution. Les plateformes de pilotage ont évolué fortement. Le métier a évolué. Il y a eu peut-être un petit retard côté conso. Ça a été un peu plus lent. Et là, on voit des évolutions. Séverine ? C'est vrai que les plateformes de conso, ça fait 20 ans qu'elles n'ont pas évolué. Elles n'ont pas évolué au rythme des plateformes de gestion, c'est une évidence. Hein. Les outils de conso qu'on utilise aujourd'hui, leader du marché, en gros, ça équivaut à utiliser un petit Nokia comme ça. C'est comme si on utilisait toujours notre petit Nokia. C'est vraiment ça. À clapet. Voilà, à clapet, celui-là même, où on envoyait des SMS de pas plus de 2 lignes, parce que voilà, c'est cette génération-là à peu près. Alors Séverine, c'est très drôle, mais c'est à ce point-là en fait. Ouais, les outils ont 20 ans, après ils ont évolué un petit peu au fur et à mesure, et il y a eu des tentatives d'unification, mais qui étaient très limitées par la technologie en réalité. Il y avait les aspects de processus et d'équipes qui travaillaient en silo, mais la techno ne permettait pas d'aller très loin en termes d'unification, et c'est resté bien souvent dans les organisations. Même quand on avait des tentatives d'unification de l'outil, des processus quand même relativement silotés. Mais en même temps, c'est une nécessité pour ces métiers aussi que de travailler différemment. C'est absolument... On n'attend pas la même chose de la conso et du contrôle de gestion. On n'attend pas la même chose, mais il faut que ça boucle. À un moment, les chiffres, il faut que ça boucle. Et on ne peut pas annoncer des chiffres complètement différents entre la gestion et la consolidation statutaire. Ouais. Et c'est là où, en général, nos clients et les groupes et les CFO se posaient des questions et se creusaient le cerveau pour trouver la solution. Ça, c'est une phrase que vous entendrez d'ailleurs si vous allez voir les cas concrets. Phrase que j'aime beaucoup et puis qui peut être étendue à bien d'autres sujets. Il faut absolument qu'il n'y ait qu'une seule version de la vérité. Il ne peut pas y avoir deux versions de la vérité. Et j'ajouterais une chose, c'est qu'il y a un enrichissement, alors qui a démarré, mais je pense qu'il va encore s'accélérer, de ce qu'on attend, je dirais, des produits de sortie de la conso. On a eu une consolidation statutaire très financière. Il y a aujourd'hui vraiment un enrichissement qui va être attendu. Je pense que ça va aller croissant. On verra comment les effets de la taxonomie, des reporting ESG vont venir s'insérer là-dedans. Mais il va falloir élargir le champ le périmètre des données. Il va falloir avoir une plus grande granularité. Il va falloir avoir des cycles plus courts. Et donc finalement, on va voir que les usages, les besoins vont peut-être un peu se rapprocher de ceux des contrôleurs de gestion. Tout à fait. À partir du moment où la publication annuelle, l'URD, commence à embarquer de plus en plus de données non financières et de plus en plus de données de gestion, finalement, de pilotage, on nous pousse forcément vers un peu plus de convergence. Alors, est-ce que les plateformes font des promesses, justement ? Elles en sont où ? Alors, c'est un bon point. Comme parfois, la techno avance et elle avance plus vite. Alors, ça sera certainement aussi un peu l'objet de la discussion, plus vite que les organisations, plus vite que les pratiques et plus vite que les hommes qui animent tout ça. La techno a fait des progrès immenses ces derniers temps autour de la gestion de la donnée, la gestion des volumes, la capacité à interagir avec l'écosystème. Donc, ces tentatives qui étaient un petit peu incantatoires à une certaine époque, effectivement, parce qu'on était liés par nos Nokia 3310. Aujourd'hui, on commence à avoir des iPhones dans les mains des consolideurs, pour tirer la métaphore. Et donc, il commence à y avoir des choses qui deviennent plus puissantes. Donc, on peut imaginer avoir des effets de convergence. La techno est de moins en moins un frein aujourd'hui. Il y en a d'autres. Il y a encore, on n'y est pas encore. Sur la techno, vous êtes d'accord Sur la techno, entièrement d'accord. Reste la nécessité pour le consolideur d'être dans un schéma très très cadré, avec assez peu de flexibilité et souvent assez peu d'agilité. Alors là, la techno va répondre à l'agilité, peut-être pas forcément à toute la flexibilité qu'un contrôleur de gestion pourrait attendre.
Mais aujourd'hui, ça évolue très très vite. Et l'enjeu, c'est d'avoir la capacité à mettre en place l'organisation, les people, et puis tous les prérequis, et ils sont nombreux pour tirer le meilleur de ces nouvelles technologies. On le sait, hein, c'est le lieu commun. Vas-y, et les analystes s'y sont pas trompés parce que le Gartner a fait évoluer le nom des catégories qu'il utilisait. C'est-à-dire qu'avant, il y avait le pilotage de la performance, c'était la partie FP&A. Il y avait la partie clôture, conso, et ça, c'était Financial Close. Et maintenant, ils ont une catégorie qui s'appelle Extended Financial Close pour justement intégrer l'enrichissement de cette brique fonctionnelle. Alors, à chaque fois, hein, change management, les hommes et les femmes, en fait, hein, qui sont au cœur de l'ensemble de ces systèmes. Les consolideurs, ils sont demandeurs, Séverine? Les consolideurs, ils sont à la fois demandeurs d'apporter de la matière à leur métier. Ils ont forcément un œil sur le pilotage. C'est eux qui voient la version de la vérité. Pour eux, il n'y en a qu'une. Voilà, c'est la leur. Et pour analyser les chiffres qu'ils ont à produire... Attends, pardon, mais pas que pour eux, en fait. À la fin, leur vérité, c'est la vérité, quand même. La vérité, c'est la vérité publiée. Donc, quelque part, c'est la vérité. Et pour analyser des chiffres consolidés, on regarde forcément le business. Donc, ils sont à la fois demandeurs et à la fois encore un peu réticents parce qu'ils ont vraiment besoin de processus très très cadrés pour aller vite, pour sécuriser la piste d'audit. Et donc, il y a encore une forme de petite résistance au changement par rapport à ça, parce qu'évidemment, le contrôleur de gestion est moins attaché à la rigueur de l'application normative, à la rigueur de la piste d'audit, et a besoin de plus d'agilité et souvent d'un peu plus de profondeur. Et je sais que la taxonomie les intéresse, l'extra-financier les intéresse, et qu'on aura besoin de tout ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire de cette rigueur absolue sur l'extra-financier. Évidemment. Et d'ailleurs, on voit bien la tendance actuelle à ramener la responsabilité de ce reporting extra-financier vers le CFO. Je pense que c'est en train de se dessiner comme quelque chose d'assez... Pour nous, c'était naturel, mais pas forcément dans les organisations à chaque fois aussi naturel que ça. On voit que c'est bien la tendance et on voit que l'outil de support à ces reportings extra-financiers, ça va très probablement être la plateforme de production des comptes. Attention au nom que tu vas lui donner. Attention au nom qu'on lui donne, la plateforme de production des comptes. Je vais m'inscrire, non pas en faux, mais je vais mettre un bémol. C'est-à-dire que les consolideurs ont une version de la vérité, qui fait foi dans certains cas, mais il y a aussi une autre version de la vérité, pas radicalement différente, en tout cas on l'espère, mais qui est celle qui permet la prise de décision, qui permet de s'orienter vers une stratégie ou une autre. Et ce ne sont pas toujours les chiffres publiés qui permettent ça. Donc attention aussi aux usages, on n'est pas complètement sur les mêmes usages. Alors, et qu'est-ce qu'on fait? Et là, vous le verrez aussi, c'est une question que posent un certain nombre de ceux qui vont venir témoigner. C'est à un moment cette convergence. J'ai tous mes œufs dans le même panier. Je suis pieds-poings liés à un éditeur sur l'ensemble de ce que je vais avoir à produire. C'est un sujet. Ça peut être un sujet. C'est un point d'attention parce qu'aujourd'hui, il y a deux chemins qui existent et qui sont empruntés à la fois par les éditeurs, mais aussi par les usagers. Donc il y a le chemin de ceux qui proposent la suite, entre guillemets, en disant « je suis votre éditeur privilégié, je suis votre partenaire et j'ai une suite qui va venir de manière complètement intégrée permettre de couvrir tous vos besoins ». Tout à fait. Il y a ceux qui disent « je suis plutôt dans une posture de centralisateur et je vais vous permettre d'avoir une architecture ouverte ». Absolument. Qui va vous laisser finalement faire votre marché sur tel et tel périmètre. C'est deux philosophies différentes. Les deux coexistent sur le marché et je dirais, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a une solution meilleure que l'autre, mais en tout cas... On va le voir, ça dépend de la typologie de l'entreprise en fait. Notamment, et de son historique. Et puis soit elle est dans un process très standardisé, souvent industriel. Soit elle agrège des process différents et là c'est exactement ça, et bien souvent c'est pas un choix de l'entreprise, c'est pas un choix du groupe, c'est le poids de l'histoire quelque part et de son organisation opérationnelle qui va venir marquer une forte décentralisation ou pas, une standardisation ou pas, et forcément mener vers plutôt une option ou l'autre. Il n'y a évidemment pas une bonne solution. La bonne solution, elle est à tailler sur mesure pour chaque environnement. Merci Séverine, merci Gauthier. Et vous restez avec nous, vous allez le voir, un certain nombre de cas passionnants et de débats passionnants.
On est de retour les amis, on est de retour donc autour de la convergence, on est de retour autour de cas pratiques et alors on va vivre un cas très très intéressant avec Olivier Jean. Salut Olivier. Bonjour. Donc directeur général délégué de Nickel, alors d'ailleurs on dit plus compte Nickel maintenant, hein, c'est Nickel. C'est Nickel, voilà, c'est Nickel, filiale de BNP Paribas, c'était la banque sans banque, mais maintenant la banque a une grosse banque, voilà. mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que, d'ailleurs on va le voir hein, si vous nous suivez dans les autres cas concrets qu'on va présenter, sont souvent des opérations de croissance externe qui justifient d'investir dans des outils de convergence pour les directions financières. Et Olivier, toi, tu étais justement sur un enjeu majeur pour essayer de rapprocher la compta et la gestion, parce que tu avais une forte croissance, mais on va y revenir, exactement, oui. Et une opération de croissance externe à mener. Alors oui, tout à fait. Donc en fait, le contexte, effectivement, Nickel, une société très récente qui a été créée en 2014, donc avec la volonté en fait de s'internationaliser, donc de se déployer notamment en Europe. Voilà. Donc en fait, quand je suis arrivé il y a 2 ans et demi, en fait, avec un système legacy qui ne permettait pas d'assurer cette croissance. Ouais. Voilà. Donc d'où l'idée force en fait de redoubler toute notre SI comptable et de gestion au global. Voilà. Donc en fait, c'est un projet qu'on a lancé il y a 2 ans et demi, qui arrive à son terme cette année et qui va nous permettre justement de nous déployer de manière sereine à l'international avec un objectif de fiabiliser les données et de réduire les délais de clôture in fine. Avant l'international, parce que c'est déjà fait d'ailleurs l'international, oui, donc il va falloir que tu nous racontes, mais avant ça, en gros, bon, on connaît l'histoire, hein, 2 entrepreneurs formidables qui ont fondé Nickel et qui n'avaient pas, l'un d'eux d'ailleurs, pur IT, enfin full IT, voilà, mais qui n'avaient pas en fait dimensionné la base installée pour le succès qu'ils ont rencontré et que vous avez continué à rencontrer. Voilà, exactement. En fait, le système originel qui avait été choisi en fait ne permettait pas de tenir la charge et était configuré essentiellement pour la France. Voilà, donc d'où en fait ce projet de redévelopper en fait notre base informatique, que ce soit sur la partie core banking et toute la partie finance, voilà, qui sont des projets menés. Et dans ce cadre-là, d'essayer de fusionner un certain nombre d'outils. Exactement, oui. Donc en fait, on a développé une architecture qui nous permet effectivement de fiabiliser la donnée. Donc effectivement, on a la donnée core banking, donc la donnée transactionnelle de nos clients qu'on va retrouver dans ce qu'on appelle le core banking dans le jargon bancaire, qu'on va ensuite après transférer sur un système qui s'appelle un interpréteur comptable qui va permettre d'ajouter la donnée comptable, d'agréger les informations pour ensuite après les déverser dans notre système comptable. Donc notre ERP, on a choisi la solution Oracle Cloud. Voilà, donc en fait on voit qu'on a plein de tuyaux. Donc l'information de gestion se déverse dans la comptabilité et voilà. Et l'idée c'est d'arriver à fiabiliser cette information de manière la plus simple possible et la plus efficace possible. Dans la façon dont ça s'est fait, étape par étape, est-ce que tu peux reprendre le processus? Voilà. Donc en fait, on a eu on va dire 3 grandes phases. Donc d'abord, redévelopper le core banking, notamment pour assurer la croissance de nos clients, voilà, parce qu'on a plus de 2,2 millions de clients aujourd'hui. Voilà, donc core banking, comme tu l'as dit, hein, c'est le système bancaire. C'est le socle bancaire, voilà, exactement. Ouais. Ensuite, après, donc ça c'est un projet qui avait été démarré en 2017, donc qui a abouti 2 ans plus tard à peu près. La phase suivante, c'était de développer l'ERP, donc le système de comptabilité. Donc ça, c'est un projet qu'on a mené à peu près en 6 mois. Donc on l'a démarré mi-2019, on l'a fini au 1er janvier 2020. Et ensuite, après, on a continué à bâtir autour de ce système-là, donc en rajoutant toute la partie comptabilité client, donc l'intégration des données clients dans l'ERP. Et aujourd'hui, on est en train de finaliser la mise en œuvre de notre outil de rapprochement compta-gestion, donc notre outil d'élaboration budgétaire, dans lequel également on va reprendre à la fois le réalisé comptable, on va mettre le budget et on va également prendre les données de volume qui viennent du core banking pour rapprocher. Voilà, on met tout dans la machine, tout dans la même marmite. Et ensuite, à la fin, voilà, en fait, ça nous permet in fine, comme je disais, de gagner en termes de délai de clôture, parce qu'effectivement, on automatise toute notre chaîne. On met en place également un monitoring de A à Z. Donc là-dessus, en fait, on utilise les solutions de Google, donc la plateforme GCP, donc qui est la solution BigQuery, qui nous permet en fait d'intégrer dans un gros data center, data lake, enfin voilà, on peut l'appeler comme on veut, en gros une grosse base de données, l'ensemble des informations comptables, bancaires, de volume et donc en fait de faire ces rapprochements de manière très rapide. Qu'est-ce que ça donne concrètement pour l'opération que vous avez faite en Espagne et le développement en Espagne, puisque ça a été ça l'une des grandes opérations récentes de Nickel. Et donc, voilà, et en fait on a profité de la mise en place de ce nouveau système pour le rendre international, voilà, qui avait une notion de core model, donc c'est-à-dire qu'en fait j'ai construit notre core banking avec la possibilité de supporter de manière très simple et de se déployer de manière très rapide sur un nouveau pays. On a fait exactement la même chose sur la partie du SI
SI Finance. Voilà, donc en fait, on a une notion de corps modèle. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir répliquer d'un pays à l'autre Ton président dit, non mais pour être concret, ton président dit on a fait en 6 mois ce que normalement on aurait dû faire en 2 ans. Oui, alors ça c'est vrai. Et voilà, en je Espagne. pense que là-dessus, plusieurs choses en fait. Bon, on a choisi des solutions cloud sur lesquelles il y a un time to market qui est beaucoup plus rapide que sur les solutions classiques on-premise. Tout à fait. Et ensuite, après, on avait une équipe projet un petit peu hybride, donc avec voilà, la direction financière qui était, on va dire, en maîtrise d'ouvrage, une équipe SI Finance, donc qui sont des gens qui vont être... Tu dis que tu veux marier dans tes équipes hybrides compétences finance, compétences IT. Exactement. Pourquoi voilà, ça Pourquoi en fait, l'idée, c'est d'avoir des gens qui comprennent le besoin métier, qui comprennent aussi un petit peu la technique. Et le fait d'avoir ces deux visions, ça nous permet d'avancer de manière très rapide. Pour le coup, en fait, c'est un projet qu'on a mené un petit peu en méthode agile, donc c'est-à-dire qu'on avait des sprints. Ouais. Voilà, et en fait, voilà, donc on peut dire que notre SI Finance, c'était des product owners, comme on peut retrouver sur des développements d'app mobile ou voilà, on va dire des produits plus marketing. Et l'idée, c'est effectivement d'avoir dans cette équipe-là des compétences à la fois techniques et fonctionnelles pour accélérer le développement et répondre le plus rapidement possible aux besoins métiers exprimés. Voilà. Tu dis quelque chose que j'entends pas beaucoup. Peut-être même un petit tabou, enfin j'en sais rien. En tout cas, tu dis que pour avancer dans cette convergence, dans tout ce que tu décris, il faut que la direction financière ait des compétences techniques. Exactement, puisque voilà, et effectivement, et donc typiquement technique IT, hein, pas technique finance, hein, ça oui, ils tout à fait, technique IT, voilà, parce qu'effectivement la fiabilisation de la gestion et de la donnée comptable, c'est avant tout la fiabilisation des données qu'on va récupérer de gestion, donc du core banking. Donc de bien comprendre toute cette chaîne d'informations est primordiale, puisqu'in fine le contrôleur de gestion il va être en bout de chaîne, il va récupérer les informations, et s'il n'arrive pas entre guillemets à débugger, j'utilise un terme informaticien de manière volontaire, s'il n'arrive pas à débugger toute sa chaîne d'informations, il ne pourra pas voir pourquoi j'ai des écarts entre la comptabilité et la gestion. Voilà, donc c'est pour ça que c'est primordial pour moi d'avoir une vision technique et de bien comprendre l'enchaînement des informations, ce qui va permettre aussi pour la finance de faire une expression de besoin de manière très claire sur la manière dont je vais vouloir monitorer mon système de bout en bout. Voilà, donc quels sont les points de contrôle et comment est-ce que j'arrive à fiabiliser ma donnée voilà, depuis le système de gestion jusqu'à la donnée comptable. Tu comprends que c'est facile, enfin facile, non, ça ne doit pas être facile. C'est possible pour une entreprise jeune. Oui. C'est beaucoup plus compliqué pour une entreprise qui a un gros historique. Oui, tout à fait. Voilà, moi, effectivement, sur dans sa fonction financière, enfin, voilà, cette transformation-là. Mon expérience précédente était chez Total, donc on était sur des gros systèmes SAP, le même système pour plus de 280 filiales. Mais in fine, on retrouve exactement la même problématique, et c'est pour le coup ce qu'on avait réussi aussi à mettre en place au niveau du groupe. Et effectivement, de fiabiliser la donnée, de comprendre comment elle est construite, et ensuite après de mettre en place des systèmes de réconciliation qui permettent de monitorer voilà, de manière extra comptable, je dirais, à la fois la partie gestion et la partie finance. Mais pour toi, il n'y a aucun doute, il faut accélérer sur cette convergence. Oui, tout à fait. Enfin, et c'est ce qu'on a vu enfin, sur simplement la mise en place d'un système comptable on va dire du 21e siècle. Ça nous a permis de gagner à peu près 5 jours de délai sur la clôture. Il y avait déjà une bonne partie d'intégration et en rajoutant le monitoring, en fait, maintenant, ça va nous permettre de rajouter avec la partie gestion, on devrait gagner à peu près encore 2 jours de clôture. Voilà. Donc, objectif atteint. Objectif atteint, merci Olivier pour ce témoignage. Vous continuez à nous suivre, d'autres témoignages, d'autres cas concrets autour de la convergence. On est là, on est toujours ensemble pour parler de convergence. Enfin, on va dire, tiens, convergence. Patricia Moscatelli, salut Patricia. Donc, responsable de l'offre Workday Finance pour la France. Et Philippe Thierry-Mig. Bonjour Philippe. Bonjour Stéphane. Bonjour Philippe. Alors, il faut me raconter ce que fait Munji, Philippe. Munji, directeur de la transfo digitale, hein, donc de Munji. Oui, de Munji, qui est un groupe de services de conseil en technologie. Qui opère sur 2 grands piliers, l'ingénierie industrielle et les services IT. C'est un groupe indépendant fondé il y a 15 ans qui opère dans une dizaine de pays européens. Une idée de chiffre d'affaires pour avoir la taille du truc, moi c'est ça toujours qui m'intéresse. C'est plus de 5000 personnes et on devrait approcher les 450 millions de chiffre d'affaires. Ah oui, donc c'est une belle bête. Patricia, tu m'as dit qui a inventé le mot de convergence? J'aime pas le mot de convergence quand on parle de la finance. Mais on parle que de ça, là, tu nous...
Tu nous détruis notre sujet autour de la convergence. Non, je dis simplement que la comptabilité et le contrôle des gestions, finalement, c'est les deux faces d'une même pièce qui vivent ensemble. Et l'histoire qu'on va raconter aujourd'hui, c'est d'expliquer qu'en fait, peut-être qu'il n'y a pas besoin de réconciliation puisqu'ils sont sur la même pièce, justement, mais plutôt de vivre harmonieusement. C'est ça, c'est pas converger, parce que dans cette idée de converger, il y a une forme de transformation peut-être qui se fait. Non, c'est l'harmonie entre deux fonctions, voilà, on va dire ça comme ça. Deux fonctions, mais qui se complètent, et qui en plus travaillent ensemble. Encore un mot, Patricia, parce que tu dis que dans cette affaire de convergence, donc on a bien compris, hein, tu fais le constat de situations radicalement différentes entre deux mondes que tu connais très bien, entre le monde français et le monde anglo-saxon. Oui, tout à fait. Parce que la comptabilité, en tout cas française, a été quand même très, très, très fortement imprégnée de tout ce qui est régalien, hein, tout ce qui est finalement étatique. Hein, et quand on voit un peu même l'histoire du plan comptable français, donc qui est né dans les années 30 et pour être achevé finalement après la Seconde Guerre mondiale, il y avait quand même une volonté de l'État de bien contrôler et aussi des institutions, notamment aussi du futur ordre des experts comptables, de dominer cette sphère versus le monde anglo-saxon. Où le concept est totalement différent puisque finalement tout ça, ça doit être fait pour piloter, pour faire du business. Et puis bon, le reporting légal, c'est accessoire, mais enfin c'est après. C'est super intéressant. Et pour toi, on hérite aujourd'hui de cette situation-là? Alors on a hérité, et même, j'irais même en informatique, quand on voit les éditeurs français qui ont développé des solutions comptables, c'était des solutions qui étaient vraiment faites pour justement le régalien. Pour être très carré sur les règles comptables et bien sûr fiscales, puisqu'on est imprégné de fiscalité, alors même que le monde anglo-saxon, avec les éditeurs, ont tout de suite finalement décliné des solutions avec des concepts où il y a toute la comptabilité et l'analytique étaient ensemble et pas séparés. Ça t'inspire, Philippe? Enfin, je me dis que si on tire ce fil-là, on peut avoir... Même sur notre construction économique, Patricia, tu dis là des choses que je trouve absolument passionnantes. D'ailleurs, oui, non, mais tout à fait. Il faut qu'on serve ces différents besoins, ces différents publics, avec à la fois la production des comptes statutaires qui servent de base à l'administration fiscale, et puis le besoin de pilotage. Et c'est ça, effectivement, qui est le plus important pour nous, pour nos managers, c'est leur apporter les outils de pilotage et d'analyse de leur business. Et c'est ce que tu ressens là aujourd'hui. Alors, on va parler, c'est ça qui est très intéressant. Donc, on va parler de la nécessité que tu as, toi, d'avoir une vision globale d'un contrat, en fait, et d'un dossier client, voilà, on va dire ça comme ça, dans ses aspects RH, dans ses aspects comptables, dans ses aspects... Oui, tout à fait. Mais tu sens, avant ça, tu sens qu'il y a nécessité d'accélérer la mise à disposition des informations auprès, justement, de tes équipes, auprès des métiers? Oui, c'est quelque chose qu'on ressent très fortement, le besoin de réactivité, de pilotage en temps réel. Le rythme des affaires s'accélère et on a besoin d'apporter à tous les niveaux, aux managers. Les comptables ont besoin d'arrêter leur compte plus tôt, le contrôleur de pouvoir très vite avoir ses indicateurs de gestion et son niveau de marge très, très, très rapidement. Et dans un métier, le consulting, où les gars sont quand même assez indépendants? Oui. Indépendants, très éloignés aussi chez les clients, donc ce lien et cette capacité à interagir avec eux, à intervenir, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, la mobilité, c'est quelque chose qui est très prégnant dans les métiers. Ouais. Pourquoi est-ce que tu dis, Patricia, que c'est le moment, peut-être, justement, de casser les silos et qu'il y a là quelque chose d'intéressant qui peut se jouer en ce moment? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'entreprise, dans sa complexité, finalement, elle a constitué des silos, mais finalement, l'événement générateur de toute activité, c'est à la fois avoir des clients où on fait des ventes, on fait des achats, on a des collaborateurs. Et en fait, aujourd'hui, on voit bien que tout évolue sur... Il faut capter l'événement, et toutes les dimensions qui sont attribuées à l'événement, que ce soit la dimension comptable, que ce soit la dimension analytique de l'entreprise, enregistrer tous ces événements à travers ces processus. Et quand on parle de processus, finalement, on traverse les silos. On traverse les silos de l'entreprise et puis on suit la donnée. Et finalement, si on a cette approche par processus,
on va pouvoir tracer ces données et du coup, il n'y a plus de réconciliation à faire. Donc je dis que c'est le moment tout simplement parce que non seulement l'entreprise est organisée comme ça, et en plus maintenant même les systèmes d'information que l'on a nous permettent de le faire. En tout cas, Workday permet de le faire, d'orchestrer. Concrètement, ce que tu appelles l'événement, donc on va dire une vente, en fait, elle va être enregistrée 3, 4, peut-être 5 fois dans les systèmes de l'entreprise, alors qu'il y a un seul événement. Oui, enfin l'idée c'est de l'enregistrer plus qu'une fois. Oui, mais on est bien d'accord. Mais voilà, elle pourrait effectivement être enregistrée. Alors déjà en transactionnel comptable, et puis ensuite on va extraire la donnée de vente pour aller mettre dans un système décisionnel, alors que ce soit un Cube, un DataWare ou d'autres technologies, pour l'analyse. Donc finalement cette donnée, on peut la transformer, on peut l'extraire. Donc du coup, ça donne lieu à plein de réconciliations. C'est ça. Mais la réalité, c'est qu'au départ, il y a eu une vente et que la vente peut porter toutes ces dimensions de l'entreprise et qu'elle est enregistrée à travers ces processus et que finalement il n'y a qu'une seule donnée, peu importe l'angle dans lequel on la voit finalement. Oui. Donc on voit bien que là, ce qui est important, c'est aussi la traçabilité de la donnée. C'est-à-dire que ne pas réconcilier, c'est aussi de se dire à n'importe quel point d'entrée, je vais pouvoir voir d'où vient la donnée et qu'est-ce qu'on fait avec. Parce qu'il y en a qu'une. Qui est intervenu parce qu'il y en a qu'une. Parce qu'il y en a qu'une. Exactement. Tout à fait vrai. C'est effectivement ce constat qu'on a fait et cette vision du process. Donc pour illustrer ça, peut-être dans nos activités de conseil, effectivement, comme tu disais, le projet chez nous, c'est vraiment le vecteur un peu qui va porter et dans lequel va se concrétiser cette convergence avec un élément pour un peu raconter le cycle de vie. J'ai mon business manager qui va vendre un projet chez un client, qui va le staffer, qui va parfois recruter le collaborateur pour staffer cette mission, qui va faire des achats qui vont venir s'imputer dans la marge de ce projet. Derrière, après, le cycle de vie du projet, c'est que les consultants vont exécuter le projet, pointer leur temps sur le projet, leurs dépenses, leurs absences. Et à la fin, le troisième acteur, ça va être le côté administratif. En fin de mois, les admins vont récupérer ces informations directement, effectivement, dans le même outil, avec l'événement métier qui sera ce projet, ce contrat créé par l'ingénieur d'affaires, par le business manager, alimenté par les consultants. Ils vont récupérer ça pour facturer le client. Les comptables vont récupérer ça pour comptabiliser leur chiffre d'affaires, la reconnaissance du revenu, les traits, les paiements clients. Et tout ça, effectivement, c'est partagé. C'est différents acteurs d'un même process qui partagent le même set de données en temps réel. Patricia ? Ouais. Et je dirais même que c'est magique. En tout cas, nos clients. Donc là, non, mais c'est en fait quelque chose. Je pense que tout le monde a rêvé. En tout cas, les entreprises en ont rêvé. Mais Workday le fait, et les clients de Workday, ce qui est le plus important pour nous, le font et ont toute la valeur de ça, en fait. Ouais. Et là, il n'y a plus de réconciliation. On ne passe pas son temps, justement, à se dire, allez hop, il y a plein de silos, on passe notre temps à manipuler de la donnée. Il y en a qui arrivent en COMEX, en comité de direction, avec une info qui dit, non, j'ai pas les mêmes chiffres que toi. Là, au moins, tout le monde a le même chiffre. De bout en bout. Et c'est très puissant, effectivement, de ce côté drill down, le côté de pouvoir remonter, pister la donnée, tirer depuis la facture pour remonter à la saisie des temps et arriver sur les éléments du contrat, sur les taux négociés. C'est quelque chose, et en termes de navigation, qui est très intuitif et très fluide et très puissant en termes d'analyse à tous les niveaux. Ça veut dire, ça implique que de très très largement la partager, alors, cette donnée. Ça veut dire, il y a plus de silos, mais il n'y a plus non plus d'ownership. Elle appartient à tout le monde, elle est lue par tout le monde. Ça ne pose pas de problème de ce côté-là ? Elle est lue par tout le monde. Il faut avoir les habilitations pour la lire. Ouais. En fonction de son rôle dans l'entreprise, on va voir la donnée qui correspond. Et tu as parfaitement raison, il y a un point qui est important, c'est la sécurité sur la donnée. Effectivement, donc on va définir en fait en fonction du rôle de la personne, finalement, elle va pouvoir faire et voir uniquement ce que le rôle lui permet de voir. Donc, en plus, on rajoute une notion. Donc on a rajouté la notion effectivement comptable, contrôleur des gens, audit quelque part, puisqu'on navigue dans la donnée, donc on peut tracer tout. Mais on ajoute aussi ce pan très important, c'est qu'effectivement c'est la sécurité sur la donnée. Ouais.
Non, c'est quelque chose de très important. Nous, Mongis, c'est un groupe qui est très décentralisé. On opère avec plus d'une dizaine de filiales, parfois en compétition les unes avec les autres sur des marchés spécifiques. Et du coup, on partage bien sûr le même outil, le même référentiel, fournisseurs, clients, mais les données, des données très commerciales, les données de contact sont très cloisonnées et sécurisées. Et on s'assure que les différents administrateurs des filiales ne voient pas les données, ils ne voient que ce qu'ils doivent voir. D'accord, en fait. Ce que tu les as autorisés à voir. À travers cette sécurité qui est vraiment embarquée, c'est vrai. Et ce côté du business process qui est effectivement embarqué vraiment dans le design de Workday est quelque chose de très puissant pour garantir ce cloisonnement de la donnée. Philippe, dans cette thématique de convergence très intéressante, il y a un point, Patricia, bouge-toi les oreilles, il y a un point mis en avant par ceux qui travaillent avec les éditeurs qui est, oui, c'est très bien la convergence, mais je me retrouve pieds et poings liés avec un éditeur, un seul, sur l'ensemble de mon process. Oui, on peut le voir comme... Ça ne te pose pas plus de problème que ça, visiblement. Non, nous, on a fait le choix, dans cette logique, on a fait le choix de la vision plateforme, du fait de ce côté intégré de notre process. On a vraiment fait le pari de dire, de faire le jeu de la plateforme au maximum. Et pour faciliter cette intégration, on a eu beaucoup de difficultés. Nous, on est sur des métiers de people, avec beaucoup de personnes, beaucoup de paye. On a beaucoup de difficultés sur des questions d'intégration entre notre outil de paye, qui était avant pas dans Workday, on est en train de le basculer dans Workday, du fait de ces difficultés d'intégration entre systèmes. Donc non, je dirais, on ne voit pas ça comme un frein. Et au contraire, tu vois ça comme un bénéfice de dégager davantage de valeur. Justement, de jouer le jeu de cette intégration maximale entre les différents... et le partage de la donnée, que ce soit la donnée RH, la donnée client, partagée. Mais tu comprends, Patricia, que ce soit une question que se posent moi, je pense que les opérateurs. C'est une question, et je comprends qu'on peut se poser la question, mais en tout cas, la vision de Workday, c'est de dire qu'on veut accompagner les entreprises, donc être business partner et pas un fournisseur. C'est pas un fournisseur simplement d'une solution qu'on utilise. Non, au contraire, on est dans le cloud public, on offre un service, et c'est cette notion d'être finalement d'accompagner à travers le service. Et le service, justement, il faut qu'il soit consommé largement dans l'entreprise. Donc on a tout un modèle, au-delà du cloud, même notre modèle en fait de souscription est fait pour justement que l'usage soit au maximum et qu'on tire un maximum la valeur dans l'entreprise. Et de effectivement tout désiloter, mais en toute sécurité. Mais tu dis même d'ailleurs que c'est souvent pas l'entreprise qui est responsable des silos, c'est les systèmes technologiques qui ont été installés qui sont responsables des silos. Alors souvent, effectivement, ça a été c'est un peu comme une ancre d'un bateau qu'on a jeté avec les anciens systèmes d'information, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas d'agilité dans les anciens systèmes d'information et l'entreprise est un peu coincée à finalement même faire beaucoup alors on appelle ça le shadow IT, faire beaucoup de choses à côté. Ouais. Parce que justement, il n'y avait pas ce système unique qui permettait de faire ça, quoi. Merci les amis. Voilà donc encore un exemple de convergence et vous continuez à naviguer au cœur de notre plateforme Future of Finance avec d'autres cas précis. Donc on reste dans cette thématique de convergence, les amis. Et alors là, ERP, EPM, convergence de deux outils. Et comme à chaque fois d'ailleurs, comme on va le dire régulièrement dans cette thématique, des choses qui paraissent évidentes ne sont pas si évidentes que ça. Voilà. C'est ça qui est très intéressant. On est vraiment sur le concret de la pratique des directeurs financiers, François. Donc François Bourgeois est avec moi, Sales Director SAP Finance et Risque, et puis deux directeurs financiers, Cédric Lemaine. Salut Cédric. Santé. Donc le CFO de Corian, les maisons de retraite. Je ne savais pas le chiffre d'affaires de Corian, c'est plus de 4 milliards, c'est ça C'est plus de 4 milliards aujourd'hui pour le groupe. Belle histoire de croissance. Une très belle histoire, tout à fait, oui. Et d'ailleurs, on le sait assez peu. Si on était un peu pédant, on parlerait d'économie, avantage comparatif. On est très fort sur les maisons de retraite, nous Français.
Et tu as des concurrents en France qui seront très puissants à l'échelle européenne. Ouais, les 2 leaders européens sont français, oui. Et alors, Maxime Delay, bonjour. Maxime. Donc, CFO de Cerelia. On te connaît moins, Maxime, parce que tu interviens beaucoup en marque blanche. Beaucoup en marque blanche, oui, une petite marque qui s'appelle Crustipat également, qui fait un peu plus de bruit, je pense, ces derniers temps. En tout cas, je l'espère. Groupe un peu plus petit, inévitablement. On est 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, oui, mais présent à l'international de façon assez marquée. Oui. Attends, tu fais des pancakes. Oui. Où d'ailleurs ils sont faits les pancakes Aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas. Essentiellement, oui. Et ils partent à Singapour. Pour certains d'entre eux, ils partent également à Singapour. Alors, ils sont tellement bons que les... Que voulez-vous en plus, T'aurais dû nous en apporter. J'aurais pu en ramener, en effet. Bon, maintenant qu'on a présenté tout le monde, je reviens vers toi, François. Est-ce que, alors, on parle énormément du cloud, et est-ce que cette convergence que toi, tu souhaites apporter à l'ensemble de tes clients, elle est en partie portée par la stratégie cloud qui est aujourd'hui celle des grands éditeurs? Exact. En partie. En partie. Je note le en partie. En fait, cette convergence, elle vient du fait que les technologies d'aujourd'hui nous permettent d'avoir une approche, là c'est vraiment en termes de logiciel, on est vraiment dans le développement, chez nos développeurs, cette capacité de reconnecter l'ERP avec l'ensemble des périphériques dont l'EPM faisait partie. Donc aujourd'hui, l'EPM peut faire partie directement de l'ERP. Le cloud, c'est la seconde partie, je dirais, de la simplification des systèmes d'information, parce que ça n'est rien d'autre que de la simplification des systèmes d'information qu'on propose ici. C'est ça la vraie problématique dans les entreprises. Et en fait, le cloud permet ensuite de libérer l'ensemble des directions informatiques, cette fois-ci, de cette contrainte de gestion de systèmes relativement complexes. Mais en même temps, le cloud est une vraie mutation. C'est un gros boulot que tu demandes aux directions financières, un gros boulot et accessoirement un gros investissement. Et c'est vrai que saisir l'occasion finalement pour accélérer dans la convergence semble assez légitime. Pour qu'on n'ait pas recommencé en fait un chantier important. Ça peut faire partie de la stratégie. Ça peut faire partie. On peut avancer de manière progressive vers le cloud. C'est toute la stratégie des SAP d'ailleurs. On s'est rendu compte, travaillant dans l'ERP, qu'on ne peut pas dire à des clients du jour au lendemain, allez, demain on part dans le cloud, on revoit tout, on fait ce qu'on appelle une transformation financière directement dans le cloud, de but en blanc. C'est extrême. C'est extrême. Si, c'est possible, je pense, mais c'est extrême. Donc ce qu'on propose aujourd'hui, c'est d'accompagner nos clients dans le cloud de manière progressive. Dans un premier temps, c'est tout le programme RISE dont tu as sûrement déjà entendu parler chez SAP, qui va justement prendre l'existant du client, le déposer dans un environnement hyperscaler cloud, dans un premier temps, et puis, au fur et à mesure, une fois que le client est libéré de cet environnement on-premise, de cet environnement sur site, on va pouvoir le faire évoluer et l'emmener vers le cloud beaucoup plus simplement. Libéré de son environnement sur site. Alors, ça tombe très bien parce qu'on a là 2 directeurs financiers qui, mais vous n'êtes pas d'accord? Si, je pense que vous allez l'être quand même. Mais ce qui va nous permettre de montrer que des différences d'entreprise amènent forcément des différences de stratégie. Cédric, toi, clairement, pour Korian, tu as identifié des points de blocage à l'idée de faire converger les 2 outils ERP et EPM. C'est quoi ces points de blocage? Aujourd'hui, pour avoir un ERP EPM qui converge, il faut un ERP du sol au plafond, grosso modo. Et aujourd'hui, chez moi, c'est loin d'être le cas. Je n'ai pas du tout un ERP du sol au plafond parce que j'ai énormément d'activités différentes qui fait que j'ai énormément d'interfaces et je ne peux pas aujourd'hui techniquement tout mettre dans mon ERP. Typiquement, la facturation pour les maisons de retraite, c'est quelque chose de très spécifique, de réglementé. Donc aujourd'hui, il y a peu d'éditeurs qui le font. Par exemple, des grands acteurs comme Oracle ou SAP ne peuvent pas faire ce que les éditeurs comme Titan aujourd'hui font en France. Et donc du coup, pour moi, mettre en place un ERP est quelque chose de très complexe, très lourd. C'est des mois et des mois et des mois de labeur. Là où un EPM va s'implémenter beaucoup plus facilement, ça va être entre guillemets beaucoup plus simple d'implémenter l'outil que par exemple j'ai choisi qui s'appelle Anaplan. Et cette implémentation s'est faite facilement. Et aussi, l'autre sujet, l'autre
entre guillemets, point de blocage, mais j'en ai discuté avec François, qui m'a rassuré sur le sujet. Mais non, vous faites le débat avant le débat, c'est pas du jeu. C'est aussi une de mes inquiétudes sur ce sujet-là, c'est pour avoir bien connu SAP ou Oracle dans le passé, c'est quelque part d'être pieds et mains liés avec l'éditeur. Mais ça, on va y venir. Voilà, et le sujet, moi, que j'ai aujourd'hui, c'est justement de m'être libéré de... Ça me paraît assez légitime, tout à fait. Et donc, Maxime, toi, parce que aussi, c'est une structure d'entreprise très différente, tu dis, enfin, non seulement je vais le faire, mais j'en ai réellement besoin. Raconte un petit peu le truc. Moi, j'ai un SAP qui n'est pas que cœur finance. Ça veut dire que j'ai tout dedans, contrairement à ce qui vient d'être évoqué. J'ai des éléments de ma production, j'en tire même des éléments de ma planification, et j'ai bien entendu après tout ce qui est relatif à la comptabilité et la finance au sens un peu plus basique du terme. Donc là, c'est du sol au plafond. Pour le coup, je suis du sol au plafond, ouais. exactement. Donc l'intégration ensuite d'un EPM, pour moi, est assez simple. Et le choix d'un outil issu d'un même éditeur est même un gain d'efficacité assez fort. Pourquoi? Parce que je n'ai plus qu'un seul référentiel à gérer de données. Donc j'ai la donnée transactionnelle qui est alignée avec ma donnée décisionnelle. C'est d'autant plus facile à gérer. Je n'ai, en termes d'efficacité, mes équipes n'ont accès qu'à un seul et unique environnement et peuvent descendre jusqu'à la donnée d'origine de façon assez efficace. Ouais. J'ai aussi cet avantage des technologies proposées par SAP, en particulier de ce qu'ils appellent tout ce qui est in-memory, donc la mise à disposition de la donnée en temps réel. Je l'ai également dans mon EPM, ce qui me donne une flexibilité, une rapidité de réaction extrêmement importante. Quand vous avez des usines disséminées en Europe qui proposent les mêmes produits, je suis très intéressé à savoir si un plan d'action porte ses fruits immédiatement ou non. Et j'imagine que, parce que là, tu es au cœur de la volatilité de la gestion des matières premières en ce moment. Oui. Je sais pas, je dis n'importe quoi, je suis vraiment béotien, mais un stock de beurre, si on le prend, si on le prend pas, c'est des décisions qui doivent être prises très très rapidement et répercutées très très rapidement, peut-être même qui remontent d'ailleurs des usines et répercutées très très rapidement. Si on va au bout de la chaîne, on pourrait imaginer être carrément connecté avec les données issues des marchés et donc avoir l'incidence directe des cours du beurre sur nos performances économiques à venir. Plus directement, je suis confronté aujourd'hui à une problématique de prix, mais surtout à une problématique de disponibilité des matières. Ouais, donc je dois avoir besoin de prendre une décision instantanée sur où est-ce que je vais produire tel ou tel produit en fonction de l'endroit où j'ai une matière première. Et grâce à ces données disponibles en temps réel, je suis capable de le faire. François, c'est ça le sujet, c'est-à-dire c'est pas one size fits all en fait, c'est vraiment la typologie, et là c'est formidable d'avoir deux entreprises dans des secteurs radicalement différents et avec des modes de production, hein, on peut parler comme ça, des productions radicalement différentes. C'est ça en fait le sujet et ce à quoi vous devez vous adapter? Oui, entre autres. C'est en fait, on a évoqué tout à l'heure une approche qui était générale, qui ne s'adressait pas d'ailleurs uniquement à la finance, mais si on refocalise sur la partie finance et EPM, de manière très précise, on va retrouver quoi? On va retrouver une approche chez SAP qui n'était pas possible auparavant, hein, de par les limitations technologiques. Mais on peut aujourd'hui créer un cœur ERP, c'est-à-dire qu'on a repositionné la donnée au cœur de l'entreprise, donc dans l'ERP. Okay, le transactionnel qui tourne et qui est disponible, la production comptable par exemple. Et ensuite, on va y connecter ce qu'on appelle des building blocks. Les building blocks, ce sont des modules orientés business, mais développés sur des technologies identiques ou totalement compatibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, j'ai ma compta... Mais qui viennent d'SAP ou qui viennent d'éditeurs tiers? Ça peut être des éditeurs tiers, il y en a, mais c'est surtout SAP qui le produit, mais ça pourrait être des tiers. Et justement, le marché va dans ce sens-là, sur l'intégration de tiers, justement. Et donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, là où on avait pendant des dizaines d'années des directeurs financiers, des consolideurs, des contrôleurs pour le budget qui accédaient aux informations à J+1, hein, parce que l'information est en comptabilité, il fallait la mettre à disposition dans ce qu'on appelait des data warehouse avec des systèmes de RPA. Donc une complexité vraiment importante que subissaient non seulement les directions informatiques, mais aussi les clients, les utilisateurs finaux, parce qu'ils n'ont pas la donnée tout de suite, comme on le disait à l'instant. Ça, aujourd'hui, on arrive à le régler en reconnectant directement ces modules. Et ensuite, on connecte les modules entre eux, hein, pour que la consolidation statutaire communique avec le budget, hein, c'est évident, pour accéder à l'actual. Et donc là, on arrive à des systèmes qui sont beaucoup, beaucoup plus performants. Cédric, tu m'as fait rire parce que tu m'as dit, quand on discutait ensemble, c'est
C'est la fortune des intégrateurs, en fait, cette histoire. C'est-à-dire, c'est l'ensemble de ceux qui, effectivement, vont faire tout ce boulot d'intégration, Bien sûr. qui se frottent les mains. Oui, non, c'est sûr. C'est le fait, évidemment, d'avoir un outil tout intégré pour le directeur financier, c'est le Graal. On ne va pas se mentir. Mais aujourd'hui, c'est derrière. Moi, c'est un peu ma crainte, hein, c'est d'être un peu pieds et mains liés vis-à-vis d'un éditeur. J'ai pour exemple, au sein du groupe Corian, l'Allemagne, où aujourd'hui, tout ce qui est fait dans SAP, puisqu'en Allemagne, on a SAP, on est obligé de passer par Atos. Donc intégrateur. Hein. Donc intégrateur, et pour un coût qui n'est pas négligeable. Qui n'est pas négligeable. Là où aujourd'hui, moi, au niveau de mon EPM, j'ai intégré les modèles builders, donc les personnes qui sont en charge de l'administration complète de mon EPM. Et donc c'est des contrôleurs de gestion qui ont aussi la certification pour être modèle builder sur Anaplan. Et là, j'ai bien vu la différence de coût entre ce que j'ai vécu par le passé chez Kingfisher ou chez McDo ou au Corian Allemagne par rapport à ce que je vis maintenant. Ouais, c'est ça, expérience chez Kingfisher avant, hein, donc dans le retail, et là aussi, quand même, on a besoin... Oui, mais Kingfisher, retail, c'est un petit peu la situation que vit Maxime, c'est-à-dire tu as besoin d'informations très rapides, qui sont d'ailleurs délivrées très rapidement, en temps réel, quasiment sorties de caisse. Exactement. Mais par contre, on avait chez Kingfisher Bearing Point qui nous aidait pour tout ce qui était développement dans l'ERP. Aujourd'hui, au niveau de ERP, EPM, dans votre nouvel outil, vous êtes sur la même techno, c'est-à-dire que c'est vraiment la même techno EPM, ERP? Oui, alors c'est vraiment la même techno, totalement compatible. Après, la manière dont on adresse, et là je réagis à ta remarque juste avant, on adresse la mise en place d'un ERP différemment de la mise en place d'un EPM. Un EPM, c'est quand même plus agile, plus souple. L'ERP, il va adresser un core business qui est quand même plus structuré, qui doit intégrer toutes les particularités de toutes les entités, jusque dans ses plus profonds détails, alors que l'EPM, il a toute cette capacité justement d'adaptation et de facilité et d'agilité. Donc on combine les deux, effectivement. Maxime, il y a un point important pour toi, c'est la croissance externe. Ça, je trouve ça super intéressant. Il y a plusieurs choses. Déjà, par rapport à ce que tu pouvais évoquer, quand tu vois la fortune des éditeurs, moi je vois l'économie de Cerelia déjà. Des intégrateurs, hein, pas des éditeurs, des intégrateurs. Moi, j'évite les éditeurs, il leur veut du bien. Moi, je vois surtout l'économie de Cerelia, parce que dès lors que j'ai mis en œuvre mon ERP, dans la mesure où j'ai un alignement parfait entre mon ERP et mon EPM natif, je n'ai pas une deuxième intégration à réaliser. En tout cas, elle est beaucoup plus light que ce qui pourrait avoir lieu si je choisissais de partir chez Anaplan ou quelque autre solution qui serait disponible sur le marché. Ça, c'est le premier aspect. Par rapport à ce que tu évoquais, dès lors qu'on parle de M&A, et je pense que chez vous, il y en a aussi un paquet. C'est une boîte sous LBO, hein, d'ailleurs, il faut le préciser. Sous LBO, exactement. Je n'ai d'une certaine manière qu'une seule intégration à faire. Mais je la fais dès la donnée de base. C'est-à-dire qu'encore une fois, je vais faire mon intégration au niveau de la donnée transactionnelle. Et de facto, mes prises de décision et donc mon reporting seront alignés. Donc je n'aurai qu'une seule étape. Certains, peut-être que vous, d'ailleurs, vous visez directement une intégration au niveau du reporting. Le transactionnel, vous le laissez de côté, vous vous intéressant uniquement finalement à la consolidation des données pour avoir une vue globale de la performance de chacune de vos entités à travers le monde ou de vos business units. Je ne sais pas exactement comment c'est organisé. Oui, mais même au-delà de la pratique financière, il y a quelque chose qui est très important, c'est que tu limites en fait les changements d'outils de la cible, si on peut parler comme ça. Alors, je limite en effet les changements d'outils parce que je n'en fais qu'un finalement, c'est-à-dire la transition vers un nouvel ERP. Et c'est important pour les gars qui sont en train de vivre, eux, ils sont en train de se faire avaler. Forcément, il y a des questions qui se posent, c'est un petit peu traumatisant. Et sans doute, est-ce plus simple à gérer, plus doux à gérer, on va dire? Disons qu'en termes de change management, parce que c'est ça dont on parle, finalement, vous n'avez qu'une seule étape, encore une fois. Et c'est la même chose dès lors que vous allez, sans parler de M&A, déployer votre ERP sur d'autres business units ou d'autres géographies où vous allez vous développer. Vous allez les faire rentrer dans vos processus, on va dire, pour gérer votre vie au quotidien, qui, de fait, seront les mêmes que pour votre budget, votre reporting et ainsi de suite. Donc vous n'aurez qu'une seule fois cette étape de change management à adresser.
Dernier point, François, à traiter, c'est il faut traiter aussi, d'ailleurs je crois que c'est toi Cédric qui m'en a parlé, mais plus de l'expérience Kingfisher, la peur du Big Bang. C'est-à-dire ce moment, tu veux peut-être le décrire, hein, ce moment où si tu fais un changement structurel... Ça peut planter le business. Ouais. Ça, voilà. Pour parler franc, effectivement, ça peut planter le business. Clair. Et j'en conviens. Et ça fait, on va fêter nos 50 ans d'ailleurs l'année prochaine. SAP. Ça fait donc 50 ans qu'on fait ça. Et on a tiré quand même comment dire, on a capitalisé sur cette expérience. Et effectivement, c'est aussi pour ça, je l'évoquais tout à l'heure pour le cloud, on ne fait plus de transition aussi brutale. Après, si un client nous dit, je veux vraiment basculer de but en blanc, bien sûr. Ouais. Mais sinon, non, on ne fait plus ce genre de choses. Et alors, dans cette approche qu'on évoquait juste à l'instant, où on a des systèmes qui sont divers, des systèmes ERP qui sont divers, qui sont hétérogènes, parce qu'il y a des spécialités, on l'évoquait tout à l'heure, dans le monde dans lequel vous travaillez, il y a évidemment des spécificités telles que vous avez un ERP qui est absolument dédié, selon les entités, selon les filiales. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et ça, aujourd'hui, à ma connaissance, chez SAP, on ne traite pas cette particularité. On en fait beaucoup, hein, des verticaux ERP, mais pas celle-là. Donc ce qu'on propose, c'est vraiment d'avoir cette couche qui va harmoniser l'ensemble des données financières. C'est-à-dire qu'en dessous, j'ai du Oracle. En dessous, quelle que soit la solution que j'ai, je la conserve en tant que telle. J'ai cette couche qui va harmoniser et j'ai l'ensemble de l'EPM ou la trésorerie, la gestion des taxes, peu importe, qui vont se connecter directement sur ces données harmonisées. Donc on bénéficie toujours du temps réel parce que la connexion avec les systèmes sources se fait en temps réel. On ne brise pas l'organisation qui existait localement dans une entreprise qu'on a rachetée. Hein, il continue encore un petit moment avec la solution en place. Et puis, tranquillement, on les migre. Donc ça, c'est la transition progressive. Cédric, oui, parce que dans le pilotage de la performance, dans la comparaison que tu dois faire entre la performance de tes différentes entités, de tes différentes maisons de retraite, etc. et tout, c'est quand même assez utile d'avoir un référentiel unique, j'imagine. Ah mais bien sûr, le référentiel unique, c'est ce que j'ai obtenu au travers d'Anaplan, c'est-à-dire que ce dont François parle, c'est quelque part ce que l'on a fait au travers d'Anaplan. On a plein de RP distincts. J'en ai un pour les cliniques, j'en ai un pour les maisons de retraite, etc. J'ai des startups aussi. Et donc, chacune de ces entités a des ERP, pas forcément comptables. Hein, je ne parle même pas de la compta, hein, je parle vraiment sur la partie opérationnelle. Et derrière, tous ces indicateurs remontent dans Anaplan. Je peux intervenir et le mot de la fin, alors. Le mot de la fin, parce qu'on est au bout. Hein, non, mais ça fait des chouettes débats. Ça va très vite. Donc, on a cette capacité, justement, aujourd'hui, technologiquement, d'intégrer tous ces éléments. Là, vous l'évoquiez à l'instant pour toute la partie élaboration budgétaire. C'est génial. J'imagine que vous êtes très satisfait de ça. Fait, ouais. Mais pour la trésorerie, vous allez devoir refaire le même boulot. Pour la consolidation statutaire, vous allez refaire à nouveau le même boulot. Ce que j'évoque et ce que je vous propose, pour en parler après, c'est évidemment... Il a le bon de commande dans la poche. Vive les vendeurs. Oui, presque. Vive les vendeurs. Et donc, c'est justement d'harmoniser l'ensemble de ces données financières de manière globale dans l'entreprise, et après on vient plugger ce qu'il faut. Bon, les amis, en tout cas, je pense que les termes du débat sont très très bien posés. Il y a effectivement des structures d'entreprise et on continue à parler de l'ensemble de ces éléments de convergence. Là encore, vous allez voir les autres vidéos qu'on vous propose, les autres cas concrets qu'on vous propose à l'occasion de ce Future of Finance.